C'était la dernière soirée de National League de saison régulière. Il y avait une lutte à tous les niveaux qui allait terminer à la première place, qui allait se qualifier directement pour les playoffs ou pour les pré-playoffs. On va revenir sur cette soirée multiplex de folie que vous avez peut-être suivi avec nous, avec nos invités bien sûr, Geoffrey Vauclair, Alain Miéville, Stéphane Rochette. Messieurs, il y a si moche du suspense et on va tout de suite se rendre du côté de Davos. Davos qui devait s'imposer, en tout cas faire tout aussi bien que Bienne, que Lausanne ou que Genève pour se retrouver du bon côté. Eschliman dans la cage, mais oh surprise, du côté de Fribourg-Gotteron, c'est Connor Hughes qui va défendre les filets, puisqu'on nous annonce un Reto Berra malade, Rantakari malade, Diaz malade. On se demandait si Fribourg-Gotteron allait terminer cette saison régulière une nouvelle fois sur une note négative, puisque c'est une grosse série de défaites. Christian Dubé, dubitatif. Elle est bonne celle-là. Avant ce match. Et quoi qu'il en soit, 0-0 après 20 minutes de jeu. Et ce premier but, c'est un bijou, Alain Miéville. Bijou dans la construction et dans la conclusion de Slanski. Exactement, Bromé, là, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Pas tout le monde est capable de faire ça, d'éliminer surtout les deux joueurs qui ne sont pas n'importe qui. Et après, la passe qu'il fait, il n'y a plus qu'à la mettre dedans, mais c'est aussi bien mis au fond. Je ne sais pas si vous avez vu le geste de Führer là, sur Rasmussen, la canne entre les jambes. Il a montré la canne entre les jambes. Ça, là. Piquage, tu dis? Ben oui, il est arrivé la canne entre les jambes, il a monté ça. Ça, c'est une suspension automatique normalement. Donc, si cette vidéo-là est envoyée par quelqu'un, parce qu'il y a eu des guerres de vidéos ce week-end pour ceux qui ne le savent pas. Là, il y a des équipes qui se sont amusées à envoyer des vidéos sur les autres équipes. La pression commence à monter, là. On veut faire du mal. Il y a eu des guerres de vidéos, il y a eu des téléphones qui se sont faits. Voilà. Bon, bref, le trafic d'influence a commencé dans les coulisses, je peux vous le dire, je le sais de source sûre. Et là, mais ce que Führer a fait, là. Le prochain match de Fribourg, c'est le premier match de play-off, je vous rappelle. Et ça va peut-être... peut-être ça va passer à l'as. Peut-être, mais peut-être pas. Ouais, ça sera oublié parce qu'il y a encore les pré-playoffs pour l'équipe qui va affronter Fribourg-Gotteron, me semble-t-il, en quart de finale, puisqu'on ne connaît pas encore l'affiche. Séquence à vous montrer. Tiens, tu parles de punition. On va avoir une charge sur Di Domenico qui va amener 2 minutes. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle méritait plus que 2 minutes ? Pas à votre avis, messieurs. Parce que ça peut être un tournant du match. Si tu décides de mettre 5 minutes là-dessus, Geoffrey, est-ce que tu crieras au scandale ? Ouais, peut-être on va la revoir là. Ouais. S'il donne plus que 2 minutes, moi je crie pas au scandale. Je veux dire, on a vu des choses comme ça qu'on donnait des pénalités de match. Je pense qu'on aurait pu donner, enfin Stéphane, je ne sais pas si toi, mais les fameux 5 minutes. 5 minutes, on peut donner 5 minutes pour boarding, par exemple, sans méconduite pour le match. On a donné ça à Klingberg. Alors, voilà, mais là, ce qui n'a pas aidé, je pense, dans le jugement des arbitres, parce que quand tu lèves le bras, tu n'es pas obligé d'annoncer tout de suite si c'est 2 ou 5. Tu peux y penser, tu juges le truc, ça s'est poussé un peu, tu réfléchis, tu regardes. Là, Di Domenico, il s'est relevé tout de suite, puis il est venu pousser un peu. Il était même sur le power play d'après. Donc, ça donne un peu raison aux arbitres de dire... Après, encore une fois, si je dis ça, c'est que je calcule la conséquence, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais on sait que c'est comme ça. Mais là, honnêtement, il donne 5 minutes pour boarding. Il n'y a pas de scandale. Non. Alain? Oui, après... Moi, j'aurais donné plus que 2 minutes. Puis si on reprend la même chose, si on reprend le match d'avant où il y a Fribourg-Lausanne, Garnat, il reste par terre. Au final, il rejoue quand même. Puis là, il a eu 5 minutes. Et puis là, on a aussi puni un peu la conséquence. Oui, tout à fait. Puis là, on punit pas parce qu'il rejoue. C'est pas une bonne ligne à donner, je pense, pour le début des playoffs. C'est vrai que c'est une décision importante parce que ça change éventuellement le cours. On ne sait pas, mais 5 minutes de power play au lieu de 2 à ce moment-là, c'était 1-0. C'est pas le même match. Bon, Fribourg a beaucoup de peine en power play. Là. Je rappellerai que dans les 8 derniers matchs, c'est 2 buts en supériorité numérique en 30 occasions. Ils avaient le meilleur power play de la Ligue avant cette descente aux enfers. Alors, tout ce qui rentrait ne rentre plus, semble-t-il, en avantage numérique du côté de Fribourg. Et c'est surtout Rasmussen qui va marquer en supériorité numérique le 2-0. C'est Rasmussen qui a fait la charge là sur Di Domenico. Ouais. Et c'est lui qui va aller marquer ce but. Bon, on admire quand même Geoffrey le geste technique parce qu'il se ramène ce puck devant la cage, devant le gardien. Il ramène en fait pour bien se protéger du défenseur de Fribourg. Si on voit au ralenti, vous verrez, regardez comme il se protège du défenseur de Fribourg qui arrive à rien faire là-dessus. Il se décale bien. Hughes là-dessus, à mon avis, aurait dû être un peu mieux placé ou peut-être plus agressif, quoi. Et puis la pénalité
qui a été sifflé, la pénalité là, qui a donné lieu à ce but, c'est une pénalité à Adrien Lauper, parce que le gardien Schliemann avait fait un arrêt, puis il est foncé, puis il a freiné, puis il a fait un peu de neige sur Schliemann. L'arbitre lui a donné 2 minutes de méconduite. Ouais, ça, c'était à mon avis pas une pénalité. Ça nous a fait rire sur le plateau, parce que ça, c'est, je veux dire, il freine, voilà, tu freines sur le gardien, ça, je veux dire, c'est pas si grave, mais il donne une pénalité. Il faut que ce soit vraiment évident que le gars freine, mette dans la neige, un truc de junior. Là. Mais là, ça, c'était très, très sévère d'ailleurs. Christian Dubé a dit sa façon de penser aux arbitres, on a pu lire sur ses lèvres. Mais c'est vrai, puis il marque là-dessus, donc ça tourne le match. Deux décisions ou non-décisions qui font que... Bon, évidemment, c'est facile à dire, mais... Ouais, mais n'empêche, Rasmussen, si tu le chasses du match, c'est pas lui qui marque. Ça ne veut pas dire que Davos ne va pas gagner cette rencontre. On est bien d'accord, mais enfin, il y a quand même un concours de circonstances. Messieurs, on m'a donné la parole au vainqueur parce que quand même, place de play-off assurée pour le HC Davos. On va écouter Valentin Nussbaumer à l'interview. Valentin Nussbaumer, victoire par blanchissage 2-0. Ça finit bien la saison. Mais on a senti quand même que c'était un effort d'équipe ce soir. Vous vous êtes jeté devant l'époque. J'imagine que toute l'équipe avait à cœur cette possible participation au play-off. Ouais, c'était incroyable. Avant le match, il y avait une bonne pression dans le vestiaire. On savait que c'était les 3 points qu'il fallait prendre ce soir. Et puis, c'est une victoire d'équipe. Tout le monde a joué son rôle. Et puis, ça fait vraiment plaisir d'être dans le top 6. La saison dernière, vous vous êtes fait éliminer en pré-play-off. Maintenant, cette année, de ne pas y participer, d'accéder directement au play-off, qu'est-ce que ça signifie pour votre équipe? C'est un soulagement. Je pense que c'est toujours dangereux, les pré-playoffs. On avait comme but d'aller top 6 au début de la saison. Ça s'est réalisé. Du coup, là, on est content. Je crois qu'on a 10 jours maintenant pour se préparer. Il faudra bien faire les choses justes et puis attaquer au mieux le 25. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à vous. C'est gentil. Nouvelle défaite du côté de Fribourg-Gotteron, par contre, qui aligne véritablement les désillusions dans cette fin de saison. On va écouter l'entraîneur Christian Dubé après ce revers. Christian Dubé, 6e défaite consécutive pour terminer la saison, mais surtout 3e match de suite où vous êtes blanchi. Vous aviez une attaque qui avait beaucoup d'efficacité depuis le début de la saison, mais comment expliquer ce passage à vide soudain? Écoutez, je ne répondrai même pas à ça. Si on nous avait dit en début de saison qu'on termine deuxième derrière Zug, je pense que tout le monde aurait dit que c'est une saison extraordinaire. Ça l'a été. On n'a pas fini comme on voulait, pour différentes raisons. Je pense qu'on a une équipe qui est un petit peu flat, fatiguée présentement. On va recharger les batteries puis on va être prêt pour le challenge. Justement, c'est pas la meilleure façon de terminer la saison, mais dans l'ensemble, c'est mission réussie, comme vous l'avez dit, pour Fribourg-Gotteron. Vous finissez en plus une position devant ce que vous avez réalisé la saison dernière. L'état d'esprit dans le vestiaire en ce moment, à l'approche de cette pause, et qu'est-ce que vous allez travailler pendant les pré-playoffs qui seront joués? Bon, on ne dira pas ce qu'on va travailler, ça c'est un secret, on va le garder à l'interne, mais je veux garder l'aspect positif de la chose. On a fait beaucoup de bonnes choses, donc il y a différentes manières de finir une saison. J'ai vu bien des équipes finir incroyablement bien, qui ont perdu en première ronde. Je l'ai vécu moi-même en tant que joueur, ou terminer mal et bien et se rendre jusqu'en finale. Donc, c'est plus la manière que tu travailles les 10 prochains jours, mais je vais aller vraiment avec une approche positive. Merci beaucoup et félicitations pour cette saison. Merci beaucoup. C'est le message qu'on va retenir, bien sûr, c'est le côté message positif. Est-ce qu'on peut faire autrement, finalement, Alain, quand on termine sur une série de 6 défaites? On ne peut pas dire « Ah là, c'est terrible, on va pas... » 6 défaites, 7 défaites en 8 matchs, puis on n'a pas marqué de but depuis 3 matchs. Hein? Absolument, mais on le sait tous que la Fribourg-Gotteron termine la saison malade. Il n'y a peut-être pas d'autres mots, mais la question du coach, il est obligé d'avoir un discours, finalement, d'essayer de tirer le positif. Tu peux pas être alarmiste, finalement, alors que tu termines 2e du championnat et que tu vas jouer l'écart. Non, mais après, dans son interview, il a été assez juste parce qu'on ne les attendait pas là, Fribourg. Maintenant, c'est la manière comment ils ont fini. Et depuis le début de la saison, quand on voit les matchs, moi j'ai toujours dit, Fribourg, ils sont efficaces. Ils sont tellement efficaces qu'ils profitent de chaque erreur d'adversaire et ils marquent. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'ils arriveront à mettre des goals de raccro? Et puis, est-ce qu'avec ça, ils arriveront à marquer comme ça? Parce qu'ils ne pourront pas toujours marquer des jolis goals ou faire le jeu parfait comme ils ont fait en championnat, profiter de l'adversaire. Parce que ça sera serré comme ce soir. Davos jouait vraiment 5 devant le gardien et c'était compliqué de provoquer quelque chose. Et là, ils n'ont pas réussi à marquer ce soir. Maintenant, ils ont 10 jours pour se vider la tête. Si on retrouve le Fribourg efficace, ça va bien aller. Puis Dubé aura raison.
Et puis si on ne le retrouve pas... Mais ce soir, ils ont joué un bon match. C'est un match, beaucoup, ce qu'on a regardé, nous, du coin-là, et moi, je l'ai suivi un peu, notamment au deuxième tiers. C'était un match rapide, engagé. Ils ont limité Davos à 14 tirs au but. C'est 27-14 des tirs au but pour Fribourg. Après ça, les buts escomptés, l'expected goal, c'est à peu près équivalent. Mais Davos a été super efficace ce soir. Et je pense que l'engagement et l'effort étaient là. Il y avait beaucoup d'absents, encore une fois, des absents diplomatiques, des vrais malades, on ne le saura jamais. Berra n'était pas dans la cage, Hughes a pas mal fait. Il a été très occupé, mais bon, voilà. Et Diaz n'était toujours pas là, Rossi n'était toujours pas là, Dufner annoncé malade, Hasener annoncé malade. Diaz surtout aussi. Diaz, donc... mais l'effort était là ce soir. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il peut construire. Par contre, quand nous dire moi, je répondrai pas à ça, la question était légitime de notre journaliste. Pourquoi? C'est comment vous expliquez votre peine à marquer, etc. Je répondrai pas à ça, je vais juste retenir qu'on a fini deuxième. Oui, bravo, tu as fini deuxième. Parfait, mais sérieux, on l'a dit toute la saison que Fribourg a été bon. Mais là, il doit quand même répondre. Là, il faut vivre dans le moment présent. Oui, c'est chapeau. Deuxième, bravo. Une saison extraordinaire jusqu'à 8 matchs de la fin. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Mais là, la réalité, c'est pas ça. Là, la réalité, c'est que dans 10 jours, il faut qu'il remobilise ses troupes. Et puis, à un moment donné, peut-être un petit peu d'humilité, dire oui, on a une période difficile. Mais je comprends le discours positif, là, mais à un moment donné... Mais Geoffrey, à part ça, tout le monde a connu des saisons difficiles ou des fins de saison difficiles, comme il a dit, ou des fins de saison très positives. Mais là, l'avantage de ces pré-playoffs, c'est que dans 2 jours, tu ne commences pas les playoffs. C'est ça. Et ça, c'est quand même un sacré avantage, tu es d'accord? Tu donnes quartier libre, là. Là, ils vont avoir 2 jours de congé, 2-3 jours de congé. Les joueurs, tu leur fous... Non, mais c'est vrai, honnêtement, tu leur fous la paix, quoi. Moi, j'ai de la chance, je ne suis pas à la place de Christian, mais si je suis à sa place, je dis à mes gars, je ne veux plus vous voir pendant 3 jours. Je ne veux pas en voir un à la patinoire, parce que là, le problème, il n'est pas, comme on l'a vu ce soir, il n'est pas physique, il est psychologique. Il ne marque pas comme il marquait avant. Avant, ça rentrait presque, en shootant les yeux fermés, ça rentrait. Et là, ça ne va plus la même chose. Tu as tes gros canons. Qu'on marqué, il y a 4 joueurs qui ont marqué près de 20 goals dans cette équipe. En tout cas, si je ne dis pas de bêtises, ben, ça fait quelques matchs que ça marche un peu moins bien. Donc, à mon avis, ce n'est pas des choses que tu dois travailler parce que c'est des choses qui sont naturelles. Donc, les gars, il faut juste pendant 3-4 jours, qu'ils pensent à autre chose que du hockey. Puis quand ils reviennent, c'est boulot, les gars. Et puis on se Mais focalise. les gars, ils vivent dans la région de Fribourg. Puis les gars, vous savez comment c'est à Fribourg. Mais il ne faut pas qu'ils sortent de la maison. Tu vas à la Migros, tu vas n'importe où. Hein? Non, mais il faut partir dans un autre pays. Il ne faut pas rester. Ton père, ta tante, tes amis, tout le monde te parle de ça. Ils vont partir dans le Jura, Mais c'est vrai, mais on le sait qu'à Fribourg, quand ça va bien, c'est extraordinaire. Quand ça va un peu moins bien, les gens vont sentir l'inquiétude du public derrière. Puis depuis le début de l'année, personne n'ose dire parler de titre pour ne pas porter malchance. Puis là, voilà. Moi, Christian va être beaucoup plus inquiet qu'il en a là. Oui. Alors moi, j'étais étonné comme il a botté la question en touche. Je me suis dit, ouais, au bout d'un moment, il n'y a pas de mal à prendre tes responsabilités, pas répondre sur la question. Il n'y a pas de mal des fois à dire, ça va peut-être un peu moins bien, on va faire ci, on va faire ça. Puis là, je ne m'attendais vraiment pas à ça comme réponse de sa part, mais c'est sa façon de faire, tout simplement, quoi. Ouais. La méthode Coué, comme on dit, messieurs, on va voir justement s'il va porter ses fruits pendant cette pause de 10 jours. Bienvenue donc pour Fribourg-Gotteron. Il faut qu'on avance un petit peu parce que c'était que le premier match de la soirée. on va passer maintenant à Genève-Servette. Du côté de l'île-Fils, Genève-Servette toujours dans la lutte, bien sûr, avant cette soirée, pour tenter de décrocher une place parmi les 6 dans la cage. Tim Bowman, Pat Poulenovs, et puis alors une équipe de Langnau avec plein de juniors. Il y a plein de joueurs qui sont déjà partis en licencié. On en a déjà parlé. Voilà, Stéphane va encore remettre un petit couche, mais Stéphane, il y a beaucoup de choses à dire. Gauthier Desclous dans la cage, c'est la même équipe du côté de Genève-Servette, et puis Langnau qui disait au revoir à ses supporters, qui voulaient terminer sur une note positive. Peut-être la dernière d'Yves Sarrault aussi à la tête de cette équipe de Langnau, très certainement du reste, qui a connu une soirée un peu cauchemardesque. Pouliot va marquer, entrée de zone, un but off the wash, comme on dit, et puis le pauvre Tim Bowman, Alain, qui a peut-être déjà senti que la soirée allait être longue pour lui. Oui, c'est clair. Après, il n'a pas l'habitude de recevoir ce genre de shoot de ces joueurs-là. Et puis, c'est compliqué d'évoluer, de faire un premier match quand on joue contre l'équipe, la deuxième la plus en forme du championnat. Et ce soir, ça a été compliqué pour lui. Langnau qui a existé quand même, puisqu'à la 9e minute de jeu, Lapinskis va égaliser 1 partout. Un but qu'on va aller challenger du côté de Genève-Servette, parce que Pesonen, on va le voir sur les ralentis, et ensuite, regardez bien, à ce moment-là, va passer devant Gauthier Desclous. La canne de Gauthier Desclous est-elle touchée ou pas? C'est du 50-50 sur ce plateau, même si vous êtes 3, messieurs. Pesonen saute. On ne sait pas si Desclous enlève la canne en sentant qu'elle va être touchée ou elle le touche vraiment. Oui, éventuellement. C'est pas si évident que ça.
Selon mes informations sur place, c'est que les arbitres ont considéré que c'était un contact marginal, accidentel clairement, et marginal, qui n'avait pas d'influence sur le geste du gardien. Le puck du reste est passé au-dessus de l'épaule, des clous, pas entre les jambes. Mais si le puck passe entre les jambes, à mon avis, c'est une autre histoire. Mais pourtant, ça ne change rien au contact. Je suis peut-être complètement débile, Steph, mais oui. C'est le contact qui est marginal. Moi, ou bien c'est la position du puck à ce moment-là. Moi, je pense que si on le refuse, il n'y a pas de scandale non plus. C'est une situation, c'est vraiment 50-50, zone grise. Et là, il y aura autant de monde, il y aura autant d'interprétations qu'il y aura de gens qui vont... C'est ce genre de scène que vous regardez dans un meeting d'arbitre, qu'il y en a la moitié dans le fond qui sont pour, puis l'autre moitié qui sont contre, puis tu sors de là, puis finalement, c'est... On verra la prochaine. On a de la chance, ça ne s'est pas joué un goal. Non, mais ça n'a rien à voir dans le jeu. savait déjà. Heureusement. Ça mieux, ça. Non, on ne va pas vous le cacher. Si vous ne connaissez pas le résultat de ce match, en effet, ça ne s'est pas joué là-dessus. Parce qu'après, Genève Servette va véritablement dérouler dans cette rencontre et finir même le premier tiers avec 2 buts d'avance. Phil Poulard qui va marquer à la 12e minute et la 14e minute de jeu. Assiste de Winnick. Genève Servette qui avait qu'une mission, Geoffrey, c'était gagner et voir ce qui allait se passer sur les autres patinoires. Mission remplie pour une équipe de Genève. On va profiter de parler un petit peu de cette équipe de Genève, voir les buts, mais on ne va pas trop vous les détailler parce que finalement, ça n'a pas véritablement changé la face du monde. Cette équipe de Genève Servette, elle finit très très fort. Très très fort. Elle sera en pré-playoff, mais avec 15 victoires de suite à la maison. Oui, donc je pense que si Genève passe les pré-playoffs, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être une promenade de santé pour l'équipe qui devra les jouer au premier tour des playoffs. Et quand il y a eu le changement de coach du côté de Genève, quand on voyait le classement qu'ils avaient, on ne serait pas été énormément assignés pour les voir arriver là à la fin. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont vraiment un début de championnat qui était catastrophique, je veux dire. Mais je pense que c'est une équipe qui peut faire des dégâts s'ils arrivent à passer ces pré-playoffs. Là, ils vont affronter Chris McSorley et les Luganais. On va avoir des billets sur le tableau. C'est vrai, ça sera une petite histoire. On va en parler tout à l'heure dans le talk, dans Backcheck le talk, bien sûr. On se plonge en deuxième période. Et là, ça va être le show Tyler Moy. Tyler Moy qui va, je crois, en l'espace de 6 minutes, me semble-t-il, non, un peu plus quand même, 9 minutes, signer un triplé, 27e, 36e et 36e. Tyler Moy, ça peut être un excellent buteur, franchement, Alain, à part ça, ce Tyler Moy, qui marche parfois un peu par séquence. Oui. D'accord, c'est contre Langnau, d'accord, c'est pas contre Pounenovzo à la cage, etc. Mais n'empêche que tu ne lui demandes pas forcément d'être buteur. Et quand tu marques 3 buts au dernier match de saison régulière, pour le moral, c'est tout bête. Non, bien sûr. Après, c'est un bon joueur technique. C'est clair que s'il est en confiance, il va marquer pas mal de goals, mais ça fait un petit moment, des fois, il a un petit peu de peine. Et puis après, voilà, c'est clair que c'est Langnau. Maintenant, il faut voir contre Lugano ce qu'il va faire. Est-ce qu'il peut être autant décisif ou pas? Il a les capacités pour, il n'a pas la régularité. Maintenant, à voir en pré-playoff. On a vu Phil Poula 2 fois, on va voir Tyler Moy, donc vous l'avez compris, 3 fois lors de cette période intermédiaire, ce qui va provoquer le changement de gardien. Exit Bowman et Courte va aller prendre sa place. Alors si on parle d'expérience de Bowman ou d'inexpérience de Bowman, Geoffrey était Courte dans la cage. Voilà, il n'y a pas de miracle pour cette équipe de Langnau qui a encore un tiers à tenir, j'ai envie de dire. Ouais, il était un peu laissé à lui-même. On voit sur ces 2 derniers goals, même les 3 goals de Moy, je dirais qu'il y en a 2 où la défense de Langnau n'était pas vraiment là. Et voilà, on l'a dit avant le match, c'était pas la vraie équipe de Langnau que Genève avait en face. Par contre, chapeau à Genève, ils ont fait ce qu'il fallait faire, gagner. Point à la ligne. Est-ce que Genève n'aurait pas pu lever un petit peu le pied? Enfin, je crois que la grosse question, ils vont encore en aligner 3 autres. Il reste plus de 8 minutes à jouer dans la partie. Encore 3 buts qui vont tomber avec Vatanen, le 7-1, qui va marquer. Je ne crois pas qu'il soit dévié devant la cage. On a vu le tir de Vatanen avec cette position Temernes. Vatanen, il est revenu on profite un tout petit peu de parler du powerplay de Genève Servette. Quand il a mis Temernes et Vatanen, on trouvait que c'était pas forcément une bonne idée. À un moment, ça n'a pas très bien marché. Il les avait enlevés, maintenant il les a remis ensemble. Et depuis quelques matchs, me semble-t-il, ça reféquine assez souvent aussi. Oui, c'est une bonne arme. Genève Servette qui a toujours un bon powerplay année après année. Il marque des gros buts. C'est sûr que quand vous avez un Temernes à la baguette, ça va bien. Winnick qui va devant la cage aussi.
il y a quand même des artistes là, qui peuvent, puis Richard aussi en powerplay, qui peut être très, très précis dans ses passes. Mais Vatanen, qui est un défenseur, il n'est pas du tout utilisé comme un défenseur. Tu es d'accord? C'est rare d'avoir deux défenseurs. C'est très rare maintenant d'avoir deux défenseurs dans ton premier powerplay, mais il l'utilise vraiment d'un côté comme un attaquant plutôt qu'un défenseur. Quand il arrivait à Genève, Vatanen, c'était compliqué le powerplay, parce qu'il voulait porter le puck autant que Tom Ernest. Il voulait aussi être un peu le chef du powerplay. Et puis, au bout d'un moment, je pense qu'on lui a dit, écoute, on a un gars qui est très bon avec le puck, qui s'appelle Tom Ernest. Toi, tu descends un petit peu, puis tu t'ouvres un peu pour les shoots. Et puis, du moment qu'il a un peu compris ça, ça va quand même bien mieux, je trouve. Et oui, on est content du côté de Genève. Large succès, donc 9-1. Mais ça sera les pré-playoffs. On va écouter après cette victoire l'interview de Joël Vermine. Joël Vermine, une large victoire pour terminer cette saison régulière à Langnau. Ce match, c'était un match piège. Vous avez très bien négocié l'affaire. Oui, je pense qu'on a bien commencé là, on a tout de suite pu marquer des buts. Et puis après, c'était un peu tranquillement pour eux, pour nos nerveux aussi. Alors oui, c'est dommage que les autres des équipes ils ont aussi gagné, mais nous, on a fait notre travaux et puis oui, c'est comme ça maintenant. Maintenant, c'est les pré-playoffs qui se préparent pour le JSHC. Et vous retrouverez probablement le HC Lugano dans certains Max Orlais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet adversaire? Je pense qu'il connaît Genève très très bien. Il était longtemps, il était ici. Et puis je pense que c'est vraiment une bonne équipe. Ils ont des bons étrangers, des bons joueurs, alors il faut faire attention. Mais je pense que nous, on a aussi une bonne équipe. Et puis on a vraiment montré dans la deuxième part du championnat qu'on est aussi difficile à battre. Alors ça va être cool que ça commence maintenant. Comment vous réagissez quand vous entendez que la majorité des autres équipes disent « Ouais, pas Genève en play-off » C'est sympa, mais après, à la base, il faut qu'on gagne contre Lugano maintenant, parce que si après on perd contre Lugano, ça vaut rien. Alors oui, c'est une... on dit comment en français, c'est joli, mais après, ça ne gagne pas les matchs. Il faut gagner les matchs 60 minutes, et puis ça commence vendredi. Merci Joël. Mais on va revenir sur ce duel tout à l'heure, vraiment dans le talk, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, dans cette future confrontation entre Genève et Lugano. On change de match, on change d'affiche, on va parler de Bienne. Bienne qui recevait justement le HC Lugano, qui n'avait plus rien à espérer pour les Luganais. Par contre, du côté biennois, il fallait assurer, bien sûr, cette 6e place. Et Chikin était dans la cage, tout simplement parce que Von Pottelberg a été blessé lors de l'avant-dernière rencontre. C'était face à Zug Markkanen, qui ne va pas terminer le match du reste du côté de Lugano, qui sera remplacé par Faton. Et du côté de Bienne, on avait mis les petits plats dans les grands et surtout un Salinen en tenue de soirée, en efficacité diable, puisque c'est lui qui va ouvrir le score. La très belle passe, il faut dire, le coup d'œil de Rayala, quand même, Geoffrey, qui fait beaucoup sur cette réussite. Ouais, Rayala qui est très malin, qui reçoit le puck, qui prend un peu d'espace sur l'extérieur pour attendre Salinen. Et puis Salinen qui fait un appel et une très belle passe levée en plus de Rayala. Un très bon shoot qui est direct, tendu. Ça laisse pas beaucoup de chance au gardien de Lugano. Rayala, il se réveille au meilleur des moments, j'ai le sentiment, Alain. T'es d'accord? On l'avait un petit peu perdu de vue, et puis là, il a été déterminant, dirait-on, contre Zug, et puis c'est de nouveau le cas ce soir. Exactement, je crois qu'après les Jeux Olympiques, il est revenu, il a beaucoup essayé, il n'a pas été récompensé, et puis là, depuis 2 matchs, ça paye. Il continue à travailler, et puis dès que lui, il marche bien. Et Salinen, on va le retrouver en deuxième période. Il va doubler la mise. Löw, c'est en supériorité numérique, qui va aller mettre ce puck à la cage. La petite déviation. Salinen, on le voit là, devant la cage. Rayala, une nouvelle fois, un assist pour lui. Et hop, la petite déviation de Salinen. On l'a entendu. Et j'ai envie de dire, Stéphane, si tu retrouves un Salinen un peu comme au début de saison, tu te rappelles, devant la cage, qui fait les screens, qui arrive, qui fait les déviations, peut être très utile à Bienne. Oui, peut être très utile. Écoutez, les meilleurs joueurs de Bienne ont été les meilleurs dans les derniers matchs, en tout cas ce week-end, l'espace du week-end, et ceux qui ont fait la différence. Les Löw, Salinen, Rayala a été omniprésent, en tout cas offensivement. C'est une équipe qui a été touchée par les blessures. Brunner était absent ce soir, Gaz est toujours malade. Je te coupe, excuse-moi, mais tu parles de blessures. Regarde, on va voir la blessure d'Arcobello, qui n'a pas fini la deuxième période. Rappelez-vous, qui est rentré au vestiaire. On l'avait annoncé presque mort.
sur notre plateau. Ouais, on est passé pour des bons. On était à 6 mois de réhabilitation, on les croisait, tout le truc, et finalement, il est revenu en 3e période. On avait presque cotisé pour le déambulateur, la totale. On a parlé de fin de carrière, presque. Non, à part ça, on espère que ça... C'est pas vrai, on n'a pas parlé de fin de carrière. Non, mais on le voit rentrer en boiton, on se dit, OK, c'est pas une tomate quand tu T'as juste la rotule. Parce que... C'est juste la rotule. Le choc avec la rotule, des fois, ça peut faire très mal, ou au-dessus du genou. Visiblement, parce qu'il est revenu, c'est qu'il n'y a pas eu de torsion, c'est probablement juste un hématome. Donc, le côte... S'il n'est pas revenu, c'est qu'il n'y avait pas de risque d'aggraver. S'il est revenu, c'est-à-dire c'est qu'il n'avait pas de risque d'aggraver, parce que eux, ils auront besoin de lui vendredi, je pense. Hein. Un bon petit joueur, lui. Bon petit joueur qui va marquer, du reste, en 3e période. Regardez, on le retrouve. C'est en début de tiers, en plus. Il y a d'ailleurs le jeu depuis 1 minute 30. Moi, je pense que c'est peut-être son premier shift depuis qu'il est revenu. Et hop, voilà, merci, bonsoir. Comme quoi, sur une jambe, tu peux marquer des goals. Hein. Si tu t'appelles Marc Arcobello, ouais, c'est possible. C'est ce qui s'appelle un buteur, quoi. Moi avec deux jambes, j'avais du mal à en marquer, puis lui, avec une jambe, il arrive. Donc, le puck est un peu flottant. Hein. On voit que ça surprend le Shiking, donc parce qu'il est... Il a un peu, on appelle ça un shoot papillon, un shoot feuille morte, et puis souvent ça surprend les gardiens quand ils ne sont pas assez tendus les shoots. Et puis Forster qui cache peut-être un peu la vue de ce tir justement à son propre gardien. Et le but certainement le plus important, offert, qui va aller marquer. Franchement Alain, moi je trouve que c'est un très joli but. Ça. Oui, et après ça leur met en confiance aussi. Et, c'est un joli shoot, par contre le gardien il n'est pas tout blanc pour moi là-dessus. C'est sûr qu'elle n'a pas dévié au départ sur la canne du défenseur, sur le stick. Pas sûr, mais il passe sous le bras, il me semble, et ça, c'est les ailes de poulet, comme ils disent. Et puis les gardiens, ils n'aiment pas trop. Mais le gardien de Lugano, est-ce qu'on peut en parler? C'est un jeune de 19 ans. C'est le fils de Jussi Markkanen, qui a joué à Zug pendant plusieurs années, qui a joué aussi en NHL à Edmonton, et qui est rendu directeur sportif d'une équipe aujourd'hui en Finlande. Son fils, 19 ans, a été repêché en 4e ronde l'année passée à NHL. Il a la licence suisse parce qu'il a joué quelques années ici, petit malin. Et puis Chris le savait, donc elle allait le chercher. Mais 19 ans, là, le gamin, il vient d'avoir... Sérieusement, il montre des belles choses. Il est grand, il a tout ce qu'il faut. On a des jeunes gardiens dans la cage. C'était Faton et lui dans l'alignement de Lugano ce soir. 19 et 20 ans. On avait des 19 et 18 ans à Langnau dans la cage. Pas mal. Il montre de belles choses, le gamin. On va vous montrer encore une chose, c'est un check de Trabert qui va prendre 2 minutes sur cette séquence, puis je voulais savoir s'il y avait vraiment pénalité selon vous. On peut la voir, regardez. On va revoir cette séquence avec Trabert. Je vous pose la question. Alain. Pour moi, je ne donne pas 2 minutes. Je trouve il est gros, il est solide, on connaît Trabert, mais il saute pas, il le check. L'autre, on sait toujours que si on monte et puis on regarde pas où on monte, on est comme ça, et puis on monte là, c'est clair qu'on risque de se faire checker ici. Il savait qu'il arrivait parce qu'il a protégé sa rondelle. Il savait qu'il y avait un gars qui arrivait dans du coin de l'œil. Puis, Trabert a pris un petit peu de vitesse, hein, mais il saute pas. Comme tu dis, il saute pas, il n'y a pas de cross-check, il n'y a pas de coude, etc. Techniquement, c'est parfait. Maintenant, est-ce que c'est trop dur? Est-ce que c'est un peu salaud? Est-ce que ça... Alors, je sais pas ce qu'ils ont donné, peut-être dureté excessive ou charge incorrecte. Je vois pas autre chose. Dureté ils ont excessive, donné 2 minutes. Ouais. Dureté excessive, c'est bateau. Mais là, je pense qu'il y en a 5-6 000 qui ont levé le bras dans les gradins en même temps que l'arbitre. Ça, c'est normal. Ça aide un peu. Quand tout le monde lève le bras, tu vois, pour moi aussi. Alors, c'est bon. Ça sent le vécu, Stéphane, ça. Non, mais on est honnête, en NHL, ils sifflent ça. Non, jamais. Tout le monde applaudit. Non, pour dire, au lieu de siffler, tout le monde est debout. Vous dites bravo, ça c'est du hockey, ça on en veut d'autres. Mais c'est comme ça. C'est vrai. Ouais. Ouais. Les joueurs, vous n'êtes pas pour donner des pénalités pour ça. Non. Okay. Parce qu'après, quand on va jouer des tournois internationaux, c'est pour ça qu'on est des fois surpris. C'est ça. Comme on a été surpris peut-être aux Jeux Olympiques, c'est que tout d'un coup, les règles ne sont pas les mêmes. Et moi, je pense que pour progresser aussi dans le hockey suisse, on doit accepter que des checks comme ça, ça fait partie du jeu. C'est pas dangereux, là. Il n'est pas allé contre la bande, il est tombé par terre. Tu te fais pas mal dans ce temps-là, quand tu tombes directement par terre comme ça. Autant plus punir un check à Rasmussen qu'un check comme ça. Ah ben oui. On va voir le 4-1 dans la cage vide, le but de l'assurance, marqué, effleuré, légèrement, comment je pourrais dire ça, embrassé. Regardez ce puck de Kunstedt. La petite louche du Becken. Et parfois, il y a des soirées comme ça où ça marche. Et n'empêche pour la statistique personnelle, Alain. C'est pas comment, c'est combien. Exact. Voilà. C'est la joie 4-1. Messieurs, le HC Bienne qui a réussi sa mission, qui a évité le traumatisme
de la dernière fois, de ces pré-playoffs et ensuite de l'élimination face à Rapperswil. C'était presque l'équipe qui avait le plus à perdre, finalement, ce HC Bienne ce soir, parce qu'ils avaient été vraiment au-dessus de la barre pendant quasiment tout le long. Eh bien, on va écouter, je vous propose une réaction à l'issue de cette qualification. On va écouter Kevin Fay. Kevin Fay, ce match, c'était pas forcément le spectacle qui comptait, mais le résultat. Et là, vous avez quand même fait votre match. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a très bien commencé le match. On a le match dans la main. Deuxième tiers, peut-être, on a commencé à, je sais pas pourquoi, choper un peu des boules. Comme à la fin du troisième, on prend ce but. Début du troisième, ça n'a pas fait du bien, mais après, on a quand même su gérer. Puis maintenant, il faut savoir, voilà, le spectacle, c'est une chose, mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Sur ces 2 derniers matchs, il fallait que l'équipe se ressaisisse après ce passage à vide de 5 matchs. On a senti quand même que vous en aviez dans les tripes pour vous arracher. Oui, tout à fait. On savait, voilà, pour nous, c'était une opportunité. Ces 5 matchs d'affilée perdus, au lieu de mettre la tête dans le sable, voilà, on a relevé la tête. On savait que voilà, le doute, c'est quelque chose qui est soit quelque chose du passé ou du futur. On devait revenir dans le moment et puis on a bien réussi ça. Maintenant, c'est Zurich, en quart de finale, qui se dresse face à vous. Gros client, j'ai envie de dire, dès l'écart. C'est clair, mais je pense avec les objectifs qu'on a tous, nous comme des autres équipes, il faut jouer contre n'importe qui. C'est tous des grosses équipes et puis on se réjouit d'être en play-off et puis jouer contre Zurich. Merci bien. Oui, le costume de favori certainement pour Zurich face à Bienne. On va passer maintenant à la rencontre la plus électrique de la soirée entre Berne et le Lausanne Hockey Club, parce qu'il y avait de l'enjeu des 2 côtés, véritablement. Berne qui devait tout faire pour faire mieux qu'Ambry ce soir afin de se qualifier pour les pré-playoffs. Et puis Lausanne n'avait plus son destin entre les mains, devait faire mieux que Bienne pour pouvoir se qualifier. Ce soir, Tobias Stéphane dans la cage Vutriche, on l'a vu, du côté du CP Berne, et beaucoup d'attentes du côté de la PostFinance Arena, ce fameux public qui avait été invité dans le vestiaire, rappelez-vous, quand ça allait mal du côté du CP Berne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans dans le vestiaire ce soir du côté de la PostFinance Arena. L'ouverture du score, Ken Yeager. Lausanne a été efficace, Stéphane, ce soir, dans des moments clés. Oui. Et a su, j'ai envie de dire, capitaliser même dans les moments faibles aussi. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, c'était un match qui était très engagé dès le départ. Les 2 équipes devaient gagner. Donc, on a eu un bon match de hockey, quelques poussettes, quelques petites bagarres, beaucoup d'émotions. Et ça a été un bon spectacle. Mais c'est Lausanne qui a été la plus opportuniste. Tobias Stéphane a été bon quand l'équipe avait besoin de lui. Il a fait quelques arrêts clés, même spectaculaires. Vutriche n'a pas été mauvais non plus. Mais moi, je pense que ce que j'ai vu au premier tiers, parce que c'était le match que j'ai suivi moi aussi sur ma tablette, Berne a fait du Berne en première période, beaucoup d'intensité, mais a donné les pucks à Lausanne, a fait commis un nombre incalculable de revirements en zone neutre, c'est revenu sur eux. Et puis d'ailleurs, le but qui marque, c'est une passe d'un Bernois, une passe de breakaway d'un Bernois pour Yeager. Donc c'est un autre revirement, et ça a coûté le match à Berne ultimement. Mais tu parlais de l'intensité physique, il y en a eu, on va l'illustrer par une bagarre entre Thierry et Krakowskias. Du côté de Lausanne, on le sait, Alain, on peut jouer aussi physique. On n'a pas peur de ce défi-là. Exactement, ils ont des joueurs qui sont capables de répondre. Et puis là, on voit qui se bat. Et puis ça fait du bien. Il y a Kruger, il y a Marty qui sont derrière. Là, on les voit, eux aussi, ils sont capables. Il y a Kennings aussi. Il y a plusieurs gars qui sont vraiment capables de se battre. Même en essayant de jouer physique, finalement, du côté du CPB, on n'a pas trouvé la solution ce soir face au Lausanne Hockey Club. Mais on l'a dit, beaucoup d'émotions. Puis alors ça, franchement, c'est une très bonne répétition pour les Lausannois, Geoffrey, de toute façon. Parce qu'en play-off, évidemment, ça joue physique. Pareil, un des plus beaux buts de la soirée. Regardez ce travail incroyable de Milly aussi pour passe pour Paris. L'entrée de zone de Milly est juste exceptionnelle. Il rentre, il prend du temps, il prend le centre de la glace. Les Bernois sont un petit peu arrêtés. Il amène 2 Bernois avec lui, même 3. Et puis derrière, il y a Paris qui croise. Alors, Millet fait une passe à l'aveugle, on est d'accord. Alors, il a un peu de chance sur ce coup-là, mais c'était quand même voulu. Et le shoot derrière de Paris est aussi magnifique. Doug Evans, le puck passe à côté de la canne de Doug Evans, qui était un petit peu nonchalant comme l'ensemble de sa saison. Oui. Il était un petit peu nonchalant. Mais Millet, il a ce petit... Millet, c'est l'électroménager. Voilà, M-I-E-L-E, le gars, lui, le 88, le petit bout là, qui est malin comme tout. Il apporte
cette dose de sens du jeu au centre, cette dose offensive que Lausanne n'avait pas, honnêtement. Puis Paré, avec lui, Paré, on le voyait pas trop. Depuis que Millet est arrivé, tout à coup, Paré a l'air meilleur parce qu'il y a un gars qui joue mieux avec lui. Milly. Voilà. Je vais te mettre un gros panneau lumineux. Mais les gens ils savent de qui je parle. Tout le monde a compris. Allez, on va voir la réduction du score en troisième période, signé Kaoun. Ça, c'est le but qui va relancer véritablement à CP Berne, qui n'était pas largué dans ce match, hein, il faut le dire quand même, Alain. Et ce but-là a fait douter un long moment, justement, les Vaudois. Tout à fait, parce que Berne, on sait que c'est Berne, quoi. Ils peuvent revenir à tout moment, ils ont les joueurs capables. Ils n'étaient pas largués, ils faisaient pas mal d'erreurs, ils ont été punis par Lausanne et là ils font une bonne entrée de zone et puis la vitesse du départ du shoot, c'est assez impressionnant. On comprend pourquoi il a fait quelques saisons à NHL. Très bon. Lui, il est très très bon, c'est le meilleur joueur offensif de cette équipe-là et de loin. Et regardez, le CP Berne qui va complètement s'oublier là. C'est un puck complètement anodin et là, j'ai envie de dire, Geoffrey, c'est catastrophe sur catastrophe du côté du CP Berne. C'est un peu la même rengaine, on regarde tous un peu le puck, on perd notre homme, et puis il y a un homme qui part dans le dos. Il y a même Kaoun qui laisse Jäger tout seul devant la cage. Donc je dirais que ça résume aussi pas mal la saison de Berne. Hein. C'était beaucoup des goals qu'ils ont reçus dans des jeux pareils. Et puis là, on voit Tobias, Stéphane qui se couche une nouvelle fois. Et une bagarre, Bader, ça y est, c'est parti, et Glauser aussi. Et imaginez, si Berne avait inversé la tendance, vous savez quoi, si Berne avait gagné le match en 60 minutes après, là, le pré-playoff, c'était ça comme affiche. C'était la rencontre entre Lausanne et Berne. Ce que j'ai pas aimé, c'est que Glauser a perdu son casque, puis il est tombé dans la bagarre, il est tombé, puis je pense qu'il s'est tapé la tête par terre. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. C'est comme ça. Mais on est en mode play-off. Ce soir, on était en mode play-off sur certains matchs. Et puis, c'en était un seul qui était en mode play-off. Pas celui à Langnau, par contre. Mais celui... À 5 contre 4, Lausanne, ça va mieux au niveau des supériorités numériques. Il y a encore un étranger qu'on n'avait pas vu. C'est lui, c'est Sekatch. C'est celui qui finit le plus fort, finalement, la saison avec Milly aussi. Ce bon parcours, Alain, aussi, sur la fin, justement, du Lausanne Hockey Club, qui alternait le bon, le moins bon, le bon, moins bon. C'est Sekatch qui est entré dans une autre dimension quand même, le top score. Pas que lui, il est bien entouré. Ils se sont bien trouvés, je pense, les trois, Fuchs, Ria, Sekatch. C'est à chaque match, ils marquent des goals. Et dès qu'on a une ligne qui est comme ça, où on peut s'appuyer dessus, c'est toujours plus facile. Mais ils ont marqué beaucoup de buts à une certaine période. C'est eux qui ont été l'élément déclencheur de la série victorieuse. Puis ensuite, Milly est arrivé. Je l'ai dit comme il faut. Milly est arrivé. Et puis, il a amené une deuxième ligne. Il a amené du punch offensif sur la deuxième ligne. Et puis la troisième ligne, Berchi est en manque, il ne carbure pas, mais Berchi a travaillé fort ces derniers matchs avec Jäger et puis Boson. Ils ont connu des très bons matchs aussi. Donc, alors que la première ligne a moins produit ces 2-3 derniers matchs, c'est ça. Quand tu veux gagner des matchs, il faut que tout le monde se relaye finalement. Allez, on va écouter une réaction du côté du Lausanne Hockey Club. On va écouter Jason Fuchs à l'interview. Jason Fuchs, vous terminez la saison régulière par une belle victoire à Berne. Vous avez quand même dû vous battre pour aller chercher ce succès. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je dirais Toby au but. Je pense qu'il a sorti des gros arrêts au grand moment. C'était sûrement pas notre meilleur match et ils nous ont mis beaucoup de pression. Il y a eu des moments où, je ne vais pas dire que c'était la panique, mais on ne contrôlait pas trop le jeu. Et Toby nous a sorti des bons arrêts. Maintenant, l'important, c'était la victoire, de lancer un signal pour la suite. Justement, vous saviez que vous deviez absolument gagner ce soir. Quel a été le message de John Fuchs avant la rencontre ? Je pense que c'est pas compliqué. Fallait sortir notre meilleur match, fallait gagner coûte que coûte, et puis on allait voir ce qui se passerait. L'important, c'était de se concentrer sur ce match. On ne pouvait pas contrôler le reste, donc c'est ce qu'on a fait. On parle de ne pas contrôler le reste. Vous allez affronter Ambry en pré-playoff à partir de vendredi. C'est un bon adversaire, c'est une bonne surprise pour vous ? N'importe qui, je pense que ça va être une belle série. On se réjouit. Maintenant, c'est à nous de mériter la place en play-off. Je pense depuis début janvier, on l'aurait mérité. C'est dommage de finir à si peu. C'est dommage aussi quand je repense à ce match annulé contre Langnau pour peut-être pas grand-chose qu'on aurait pu jouer, puis ça aurait peut-être pu changer quelque chose. Ma foi, c'est comme ça. Ça a été décidé comme ça. Maintenant, c'est à nous de rebondir. C'est à nous de prouver qu'on mérite notre place en play-off. Merci Jason et bon pré-playoff. Merci.
Ça, c'est l'esprit sportif du côté de Jason Fuchs. On vient de l'entendre à l'interview. Grosse désillusion, énorme désillusion pour le CP Berne après cette élimination. C'est les vacances. On va écouter à l'interview Vincent Praplan. Vincent Praplan, on imagine que vous êtes très déçu ce soir. Ouais, c'est sûr. Je pense que ça fait mal. Je pense qu'on ne fait pas un mauvais match ce soir. Je pense qu'on a beaucoup poussé. On a eu beaucoup de chance. Je pense que Stéphane fait un gros match ce soir. Mais la saison, c'est pas ce soir qu'on la perd. Je pense qu'à 4-5 matchs à la fin, on avait encore 10 points d'avance sur Ambry. Et, on peut s'en prendre qu'à nous. Justement, comment est-ce que vous analysez cette fin de saison un peu compliquée? Je pense que c'est un peu à l'image de la saison entière. Je pense qu'on n'a pas été constant. Je pense que par moment, chacun essayait un peu comme il voulait. Je pense que tout le monde voulait toujours, mais c'était un peu chacun à sa poire. Je pense qu'il manquait de cohésion dans l'équipe. Je pense que c'est dur à dire. Je pense que, comme j'ai dit, tout le monde le voulait, mais il manquait cette dynamique d'équipe. C'est dur de trouver les mots. Merci Vincent, bonne suite. Merci, c'est gentil. On trouve qu'il les a, j'ai envie de dire, il les a plutôt bien trouvés quand même, les mots Geoffrey Vauclair, là, parce qu'il appelle un chat, il me semble. Exactement, j'ai trouvé qu'il était très lucide dans sa réflexion, dans ce qu'il a dit. C'est juste, quoi. C'est pas sur ce dernier match qu'ils ont loupé leur saison, c'est bien avant. Et puis quand il analyse l'équipe, tout à fait, quoi. Ils n'avaient pas l'équipe, à mon avis, pour faire beaucoup mieux que ça. Oui, Berne qui va devoir se reconstruire pour la saison prochaine, fin de saison donc pour l'Ours bernois. Pourquoi c'est la fin de saison? Parce que de l'autre côté, Ambry Piotta à domicile a fait le job face pourtant à cette équipe de Rapperswil. Une équipe de Rapperswil qui va prendre l'eau. Janne Juvonen, un élément déterminant. Stéphane va nous en parler d'ici quelques instants. Et le gardien de qui? D'un certain Jokeri Helsinki aussi. Parce que ça, mais il y a une histoire quand même. C'est pas, il n'est pas là pour rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon il serait pas là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nifeller est là, le public est là, et dans une patinoire chauffée à blanc, et surtout. Il n'y a pas de but lors des 20 premières minutes de jeu, mais les supériorités numériques, c'est ça qui va faire la différence. Dans cette rencontre, il y a un grand Burgler. Regardez, on se bat, Burgler est là, un but à la Ovechkin. Dira-t-on. Peut-être pas, mais il aime bien finir à genoux aussi, Ovechkin, pour pouvoir les marquer. C'est 1-0. Ambry est lancé, Alain. Oui, Rapperswil qui s'est lancé à l'abordage, on a 4 contre 5. Puis à 4 contre 5, s'il y en a un qui déclenche, qui met la pression, tout le monde doit mettre la pression sur une demi-glace. Mais là, s'il y en a un qui n'a pas suivi, puis il y en a un autre qui n'a pas suivi, tu t'appelles pas Alain? Non, excuse-moi, j'avais commencé. Comme ça, tu peux nous parler du deuxième but à 5 contre 3. Alain, toi. Alain, vas-y. Non, mais là aussi, c'est bien joué. Et puis après, ce qui me fait plaisir, c'est que cette ligne, enfin, surtout, on voit Pestoni, il prend ses responsabilités. À chaque match, il marque ou il fait des passes. Et ça me fait plaisir pour lui après les saisons difficiles qu'il a connues. Burgler va rater ensuite un penalty. C'est toujours 2-0 pour Ambry Piotta. Regardez, on attend intelligemment de récupérer ce puck finalement en zone neutre. On est très agressif. Inti Pestoni, hop, une tasse de café, merci. Et là, manque de chance ou manque de lucidité dans la défensive de Rapperswil. On offre une offrande justement à Zwerger. L'homme qui vient du froid, on appelle ça l'homme qui vient du froid. Il arrive 3 secondes après, là, Zwerger. Et puis, là... Les joueurs de Rapperswil sont un peu tous endormis sur ce coup-là, parce que quand on voit ça depuis l'écran, ça fait un petit peu bizarre. J'ai trouvé que Rapperswil n'était pas exceptionnel ce soir, mais on s'y attendait un petit peu quand même, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Mais il faut laisser le crédit à Ambry, qui a fait un très très bon match, en tout cas, qui a mis beaucoup d'implication physique, beaucoup d'intensité, devant son public qu'on connaît très très chaud. Donc bravo à l'équipe d'Ambry. On apprécie la passe de Burgler et la finition de Johnny Knebuller. Un match et un but surtout hyper important. On est en fin de deuxième période, là, Alain. Ça coupe les jambes, finalement, un dessin gallois. Exactement. Et puis après, là, le dernier tiers, Ambry, ils ont maîtrisé, ils ont géré.
Et puis je suis content pour Ambry. Je les ai vus jouer à Lausanne. Jamais j'aurais pensé qu'ils fassent une série comme ça après. Et puis là, pour le test, je veux dire pour Ambry, pour le public, pour Tchereda qui fait, je trouve, un bon boulot, que pour Douka qui soit là, parce que j'ai cru comprendre qu'ils étaient un peu en danger. C'est bien pour le club. Baragano va marquer son premier but, Stéphane, en National League. Iñaki, un bon capricieux, un tir qui rate la cage, qui revient et tire sur réception. Le gardien échappe la rondelle. Iñaki Baragano, un petit gars d'Yverdon qui était formé à Lausanne, une année au Canada et qui a signé à Rappi cette année. A obtenu pas mal de temps de glace. A été blessé pendant presque 2 mois, une sérieuse blessure à l'épaule. Donc, il est revenu. C'est un jeune qui a un bon sens du jeu, bonne première passe, un joueur défenseur à caractère offensif. Va avoir une belle carrière. Exactement. Stéphane Rochette, plus fort que Wikipédia pour le pédigré des joueurs. Je le connais bien, lui, je le connais bien. On avait cru comprendre. Et Burgler qui continue son œuvre 5-1. Un nouveau but, Geoffrey, en supériorité numérique. Oui, bon shoot, mais on voit au ralenti qu'il est touché, je crois, par même 2 cannes, il me semble. En tout cas, une canne de Rappi. Donc voilà, mais il faut y laisser le crédit. Il est dans sa... Comme tu le disais bien avant, dans le bureau d'Ovechkin. Donc, il aime bien shooter depuis cette position. C'était déjà sa spécialité quand il jouait à Lugano. Et il fait la même chose à Ambry. Donc, il a un des plus beaux shoots de la Ligue. Et voilà, il faut y laisser, c'est direct. On sait, messieurs, franchement, du côté d'Ambry, au niveau des étrangers, c'est quand même compliqué. Ouais. Alors, d'accord, Macmillan était suspendu pour un sous-foot. Grassi suspendu. D'Agostini, il est en fin de cycle, on va dire ça comme ça. C'est Pestoni et Burgler, finalement, les atouts offensifs. Tu es d'accord? Exactement. Et puis quand on regardait le powerplay avant, c'est Pestoni, Knöbüller, Heim, Burgler et puis Itanen derrière. Donc ça fait plaisir d'avoir sur le premier powerplay 4-6. Et ça tourne. Trisconi va marquer le 6e, ça sera le dernier but du côté d'Ambry. 6-2 finalement par Duner à 5 contre 4. Mais honnêtement, la messe était dite. Ambry Piotta, incroyable, a réussi son pari et décroche donc une place en pré-playoff. On en parlera d'ici quelques instants dans le talk. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette équipe d'Ambry qui a peut-être d'ores et déjà réussi sa saison? Ça sera évidemment un thème de discussion, messieurs. Mais ils l'ont fait 6-2. Le championnat n'est pas encore terminé. Il a défilé cette semaine pour fêter la participation au pré-playoff. J'ai réservé mes billets hier après de René Match. Si tu me gardes 2 billets, s'il te plaît, oui, je te garde 2 billets. Et là, à mon avis, ils ne sont pas couchés. Ah non, c'est toute une réussite. Écoutez, comme disait Geoffrey, il y avait 10 points, comme c'est Praplan qui l'a dit à l'interview, 10 points Berne avait 10 points d'avance, je pense, il restait 5-6 matchs à jouer. Berne a quasiment tout perdu, Ambry a quasiment tout gagné. C'est un scénario, du coquin, sérieusement. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais sur le plateau ici. On nous a posé la question, de savoir si Ambry avait encore la capacité à se qualifier. Alors bon, on n'a pas dit ça. Je me fais une autocritique, si tu veux, mais j'ai dit, et Stéphane... Stéphane n'a rien dit, mais j'ai dit, écoutez, je pense que c'est bon pour Berne. Et puis, c'est comme la blessure d'Arcobello, quoi. J'ai passé pour un beau con, quoi. On ne l'a pas enregistré. Non, c'est bon. On a fait des Vous le mettrez en replay, les gars, ça me fait plaisir. Toutes nos prédictions. C'est pas notre genre. On n'est pas du genre à faire un gif en disant oh là là, à mon avis, la saison est terminée, etc. C'est qui qui marque là-dessus. Il n'y a pas grand monde qui a parié là-dessus, ça c'est certain. Il ne faut plus m'écouter pour les prédictions, quoi, ça joue pas. Faites le contraire de ce que je dis. Allez, il y a encore un duel des Z entre Zug et Zurich. Il y avait quand même la première place qui se jouait aussi. D'un côté Fribourg, en cas de défaite de Zug et en cas de victoire de Fribourg-Gotteron, pouvait repasser dessus et terminer premier de la saison régulière. Leonardo Giannoni était bien sûr dans la cage et retour d'un certain Ludovic Weber du côté, vous le voyez, des ZSC Lions. Là aussi, on donne un petit peu de temps de glace parce que jusqu'à présent, c'était Jakub Kovar, justement, qui était plutôt dans la cage. De Kovar, on va en parler avec ce Tchèque, Kovar, qui peine à se relever. Weber, et on a envie d'avoir aussi votre avis là-dessus, messieurs. J'aimerais bien le revoir. Si on pouvait le revoir, parce que c'est vrai que là, on est sur un plan assez large. Ça va revenir. Mais c'est... Ah oui, il est ouvert sur le visage, en tout cas. Ça, c'est le plexi. Ça n'a pas l'air trop méchant, mais ça fait quand même mal de recevoir un check comme ça, parce que même si on s'attend qu'on va reprendre un check, la canne à la hauteur au milieu du doigt peut repartir comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis à 30 cm la bande... Taper le nez contre le plexi. La visière. Ça fait mal. La visière qui l'a coupé, on voit très bien le truc. Weber a été suspendu
un match, je crois, pour avoir fait un geste semblable contre Thibaut Frossard. Je me trompe? Oui, c'est juste, oui. C'est un match ou deux qu'il a eu, il me semble. Il me semble qu'il a eu plus qu'un match. Il me semble qu'il en a eu 2. C'est possible. Ouais. J'avais trouvé ça un peu sévère, honnêtement. Je trouvais que Frossard avait un peu... Mais Weber, il revient de la NHL. Hein, puis sans NHL, c'est accepté. Hein, le gars, c'est... Voilà. Moins maintenant cette année, mais... Et puis à chaque fois, il a l'air surpris. Là. Voilà, donc... Oui, mais Zug, du côté de Zug, c'est pas surpris, c'est ton meilleur joueur, Kovar. Ah non. C'est ton top scorer. Quand tu as un joueur qui fait ça, là, ça, tu l'enregistres et puis tu... Zug en a fait 2-3 belles dernièrement aussi. Là. Celui de Klingberg sur Glauser et puis le Pachhoffner sur le gardien de Bienne. Fois, je me dis que c'est un prêté pour un rendu. Ou la loi de la moyenne? La loi de la moyenne. À voir ça. Allez, on va plonger au niveau des buts dans cette rencontre puisque Zug va marquer en supériorité numérique à 5 contre 4. On est toujours en première période. Et c'est Müller qui va marquer sur passe de Hanson. Un Müller devant la cage et qui peut pousser ce puck au fond avec, vous le voyez, le deuxième quintet de powerplay, le deuxième powerplay de Zug sur la glace. Gros travail de Lander devant la cage, qui est un joueur, c'est pas le plus fin pour marquer des goals, mais physiquement, il fait du bon boulot. Il tient bien sur ses patins. On le voit, regardez comme il maîtrise le défenseur Zurich pour permettre à Müller de shooter. L'égalisation sur powerplay, on est en deuxième période à 5 contre 3. C'est une fin de 5 contre 3 et André Ghetto le tir. Ça, c'est un truc qu'il faut chaque fois. La passe à une touche, la passe à Noro, la passe à une touche pour André Ghetto, tir sur réception en 5 contre 3. Ils en ont marqué 5 ou 6 des comme des ça. Wagons. Des wagons, en tout cas pour moi. Mais puis à chaque fois, ça marche à chaque fois. Mais il faut dire qu'il faut que ce soit fait, mais précis. Noro, techniquement, ce qu'il fait, c'est pas quelque chose de facile. Il passe une touche, un droitier qui remet sur sa droite à une touche, c'est pas évident. On est en prolongation, 64e minute de jeu. C'est Zurich qui va passer l'épaule par Bodenman qui va aller marquer le but de la victoire pour les Zurichois. Victoire de prestige pour Zurich avec Leonardo Giannoni qui se dit il s'en veut un petit peu parce qu'il attendait essayer Alain de pitcher un petit peu. Ouais, après c'est bien joué. Mais là, je vois que s'il faudrait entraîner quelque chose à Zug, ça serait le 3 contre 3 parce qu'ils ont déjà perdu. Ils se sont fait avoir à Bienne et là, ils se font avoir un peu bêtement aussi avec un 2 contre 1. Mais c'était le dernier de la saison. Ouais, c'est leur point faible, 3 contre 3. Le back-checking de Kovar là-dessus n'est pas génial. Hein. Je veux dire, on ne peut pas le louper, il a casque jaune. C'est parce qu'il y a une croûte sur le nez. Il y a un peu une croûte sous le nez. Mais là, il n'a pas donné le 110% pour revenir sur le deuxième attaquant de Zurich sur ce coup-là. Messieurs, on va passer au résultat de cette soirée, de cette dernière soirée de National League, bien sûr, avec le succès d'Ambry Piotta qui les propulse en pré-playoff, la victoire de Lausanne, 4-1, même score pour Bienne face à Lugano, blanchissage à nouveau pour Schliemann du côté de Davos face à Fribourg-Gotteron. Le carton de la soirée, c'est Genève Servette 9-1 du côté de Langnau et la victoire, on vient de le voir, des ZSC Lions 2-1 face à Zug. Le classement final de la saison régulière. On se réjouit déjà de pouvoir le comparer tout bientôt, Stéphane, avec nos pronostics, parce que honnêtement, on s'est quand même passablement planté. Pas pour Zug, me semble-t-il, je crois pas. Mais si je me trompe. Je crois pas non plus beaucoup. Lausanne. Non, mais Rapperswil, c'est quand même la surprise. Quatrième de la saison et Fribourg-Gotteron, bien sûr, deuxième. Ceux qui avaient prévu que Rapperswil finirait dans les 4 premiers lèvent la main. On ne me voit pas, pas grave. La caméraman, il me semble. Rapperswil, donc 4e, Davos et Bienne. On connaît donc certaines affiches, bien sûr. Les ZSC qui affronteront Bienne, vous l'avez compris. Rapperswil qui affrontera Davos, ça c'est sûr. Et ensuite, pour les pré-playoffs, on en parle dans un instant, entre Lausanne qui affrontera Ambry, Genève qui affrontera Lugano. Et c'est les vacances pour Berne, les Tigers et Ajoie. Mais pour nous, c'est pas encore les vacances, messieurs, loin de là. La soirée n'est même pas encore terminée. D'ici quelques instants, back-check le talk et on parle justement de pré-playoffs. À tout de suite.